La suite de l'histoire se déroule sur l'un des plus beaux sites de notre planète, la grande plaine de Serengeti en Tanzanie. Les Maasai la nomment Siringet, ce qui signifie immensité. Les gnous ont longuement marché pour quitter la plaine de Masai Mara, qu'ils avaient eu tant de mal à atteindre. Des dizaines de milliers d'entre eux sont tombés sous le croc des crocodiles. D'autres ont péri dans les eaux de la rivière en colère. Leurs rangs sont dépeuplés comme ceux d'une armée défaite. Et pourtant, ils ont réussi leur tâche, qui ne consiste qu'à accomplir jusqu'au bout la grande migration, comme l'ont fait leurs ancêtres avant eux. Ils ont traversé la frontière que les hommes ont tracée. À présent, ils se retrouvent sur leur terre natale, le parc national de Serengeti, en Tanzanie. Jumbe est le chef de l'un des clans de gnous. Il a su conduire son peuple et le ramener vers sa patrie. Aujourd'hui, Jumbe est fatigué, mais il restera vigilant jusqu'au moment où les femelles se rassembleront dans la verte vallée pour y donner naissance à une génération nouvelle. Oui, Jumbe accomplira son devoir jusqu'au bout. Alors, une fois de plus, il ordonne une colonne qui se désagrège et remet un peu d'ordre dans sa horde exténuée. Les gnous sont enfin arrivés dans la plaine où il est urgent pour eux de régénérer leurs forces. En effet, l'événement remarquable qui va se produire requerra la totalité de l'énergie qui leur reste. En moins de 3 semaines, 80% des femelles enceintes vont donner naissance à leur bébé. La nature a mis en place cette synchronisation afin que les jeunes gnous, lors de la migration suivante, soient en âge d'en affronter les dangers. Les femelles sont nerveuses. Elles sentent palpiter leurs flancs trop lourds. Elles ont marché le ventre occupé par une vie qui remuait déjà avant que la migration fût achevée. Rien ne les contenterait autant qu'une délivrance rapide. Le premier bébé de la saison va naître dans quelques instants. Sa mère se nomme Lana. Pour l'instant, seule une sorte d'inconfort trahit son état. Lana hésite entre la position couchée et la position debout. Autour d'elle, les autres femelles gestantes semblent concentrées et préoccupées de leurs propres sensations. Elles attendent que se résolve ce mystère qui les habite une fois de plus. La concentration annuelle des gnous à Serengeti a favorisé leurs prédateurs, au premier rang desquels la hyène tachetée. Elles sont plus de 3000 à marauder dans la plaine pendant la saison humide. Rien ne les hâte car la chasse sera facile dès que les bébés commenceront à naître. Pour l'instant, provisoirement désœuvrées, elles battent la savane, dans l'apparente indifférence des gnous. S'il faut s'accommoder de la présence d'un ennemi, la règle est de garder toujours un œil sur lui, ne jamais se détourner, ne jamais courber l'échine, corps de sa portée. Que ce soit à Masai Mara ou à Serengeti,
Quand les gnous s'arrêtent, les combats reprennent. Luttes assassines qui bouleversent la pyramide des pouvoirs ou combats rituels par lesquels les jeunes mâles testent leurs prétentions. Parfois, les animaux rivalisent de force dans une forme de combat qui consiste à s'agenouiller et à opposer à son adversaire une poussée plus puissante que la sienne. Même quand le combat n'est qu'un simulacre, la corne de l'adversaire peut blesser. Au plus fort de la mêlée, sa pointe n'est jamais loin du front qu'elle pourrait écharper ou de l'œil qu'elle crèverait facilement. La délivrance de Lana approche. Déjà, les sabots de son bébé ont crevé le sac amniotique dont des lambeaux se sont répandus sur le dos de la mère. À côté des pattes se présente le museau du bébé. Pour Lana, c'est l'instant critique. Jusqu'à ce que le jeune gnou soit sur ses jambes, elle ne peut plus se déplacer normalement. Pour quelques minutes encore, elle est à la merci des prédateurs. En général, la femelle se relève et se met à marcher ou à courir afin de faciliter le travail d'expulsion du bébé. Elle se recouchera un peu plus tard pour qu'il puisse venir au monde sur le sol. Djoumbé, le chef du clan, observe Lana dont les contractions annoncent l'imminence de la mise bas. Avec d'autres mâles, Djoumbé a ensemencé son troupeau. C'était à Masai Mara il y a 8 mois et demi, au temps de la saison des pluies. Le père du bébé qui va naître, c'est peut-être lui. Lana recherche la position la plus favorable. L'arrière-train du bébé tarde à sortir. Dans certains cas, il peut arriver que l'animal reste ainsi bloqué par les hanches. Enfin, le bébé de Lana ne vient pas au monde. Il y glisse. Le bébé de Lana ne dispose que de quelques minutes pour apprendre à se tenir debout et à marcher. S'il n'y parvient pas, il sera abandonné car ses aptitudes à affronter la prochaine migration n'auront pas été attestées. Alors Djoumbé vient vers lui et l'encourage, avec douceur, d'un souffle, d'une poussée. Les premiers temps de la vie sont durs pour le bébé, confronté sitôt au plus terrible des examens de passage. Qu'il vienne à manquer de courage, de force ou de vitalité, et il sera offert aux prédateurs.
Désorienté, concentré sur la tâche à accomplir, il ne s'aperçoit pas qu'une femelle curieuse vient de se placer près de lui. Il la prend pour sa mère. Lana les suit. L'étrangère tente de leur pousser. Enfin, Lana reprend ses droits et se met en marche pour obliger le nouveau-né à l'accompagner. Il se tient désormais plus solidement campé sur ses jambes. Cependant, il fait route vers un avenir encore incertain. Plus tard, seulement, il pourra s'affranchir de la tutelle de sa mère et de la protection du troupeau. Il en est pour l'instant entièrement dépendant. La venue au monde du premier nouveau-né de la saison a suscité l'intérêt général. En effet, par un effet de synchronisation psychologique, le bébé va donner le signal des autres naissances. Sa présence et son odeur vont en quelque sorte stimuler les contractions des femelles enceintes. Un peu effrayé, le bébé voit arriver vers lui des adultes, mâles et femelles. Pour eux, il est important que vive le premier bébé de Serengeti. Alors il l'aide à poursuivre son apprentissage de la savane. Il doit comprendre son appartenance à leur race, à leur clan. Il lui faut connaître leur odeur, qui est aussi la sienne. Il doit, en quelques minutes, apprendre à résister à une bousculade. Les adultes l'encouragent à s'affermir sur ses jambes, qui seront sa seule arme si un carnassier venait à l'attaquer. Six minutes seulement se sont écoulées depuis la naissance du nouveau-né. Mais 6 minutes si longues quand il faut en si peu de temps découvrir la vie et se tenir debout. Pour compenser cette fatigue, l'urgence est à présent d'atteindre la mamelle pour une première tétée. Mais le bébé n'est pas au bout de ses peines. Lana met à profit cette situation pour le soumettre à un exercice de marche supplémentaire. Pour les hyènes, le temps n'est pas encore venu de s'attaquer aux gnous nouveau-nés. En attendant, la carcasse d'un gnou qu'elles viennent de chasser les accapare. Comme toujours, il leur faut la protéger de l'empressement des vautours. Pendant un moment d'inattention de la hyène, les vautours se ruent sur la dépouille. Ils sont nombreux et le quartier de viande sera vite déchiqueté. Soudain surgissent 3 vautours oricoux. Ils sont habitués à ne jamais partager leur repas et tiennent en respect la meute des vautours communs. Leur bec est un outil puissant. La carcasse se réduit à vue d'œil. Bientôt alertés, d'autres hyènes surviennent et chassent les vautours. Mais du jeune gnou ne subsiste plus que quelques reliefs pour lesquels la compétition sera âpre. Plus combative, plus résolue que d'autres, une femelle récupère le butin. Le jour suivant, d'autres femelles ont donné naissance à leurs petits. Partout, dans la plaine, ils sont plusieurs milliers à ouvrir les yeux sur un monde nouveau qui, pour eux, se résume à la mamelle de leur mère
et à ce morceau de terre. Fils de Lana et de Djumbe, l'aîné des bébés gnous est né depuis 20 heures déjà. On le choisit, on le surveille. Il incarne une nouvelle génération qui perpétuera, aussi longtemps que les gnous vivront, la plus grande migration du monde. À ce stade de sa vie, se trouver séparé de sa mère est le plus grand risque que puisse encourir le petit gnou. En effet, un bébé égaré n'aurait que peu de chance de retrouver sa mère parmi les milliers d'autres qui viennent de mettre bas. Aucune femelle ne l'acceptera, ni ne le confondra avec son propre bébé. Seul, sans protection, il est une proie facile pour la foule des prédateurs. Déjà pressentant les aubaines à venir, un chacal a repéré un jeune gnou. Parvenu au sein même du troupeau, il s'en approche. La mère, vigilante, le décourage et il s'éloigne. Tandis que les mères allaitent, il s'approche dangereusement. Sa manière de fureter alerte l'une d'elles. Elle le prend en chasse un instant. Il s'enfuit encore. Non loin de là, 4 chacals se disputent un des nombreux placentas qui jonchent la plaine. Un marabout profite des fragments perdus pendant la course. Un gnou noir et blanc dont la robe tranche sur celle du troupeau déambule dans la plaine. Il n'est pas albinos, mais sa peau et ses poils sont partiellement dépigmentés. Les événements qui se produisent autour de lui et qui mobilisent l'énergie du troupeau le laissent indifférent. Ici, un bébé n'a pu s'expulser du ventre de sa mère en raison de l'étroitesse anormale du bassin. Son agonie a duré longtemps. L'épuisement et l'afflux du sang vers le cerveau lui ont été fatals. À présent, c'est sa mère qu'il met en danger. Entravée dans ses mouvements, la démarche malaisée, elle devient vulnérable. Un lion, un guépard et même une hyène
pourrait aisément la tuer. Pour tenter de se débarrasser de ce fardeau, elle se met à courir. Mais le cadavre du bébé lui reste désespérément chevillé au corps. Seule une hyène providentielle qui s'accrocherait au gnou mort-né arriverait peut-être à l'en délivrer. D'un autre côté, le fils de Djumbe, lui, a rapidement gagné en force. Et il est l'objet de toutes les attentions. Bien que quelques heures se soient écoulées, l'obsession des gnous est toujours la même. Obliger encore cet enfant à marcher, à éprouver la solidité de ses jambes, lui donner les moyens de répondre à cette angoisse qui survient quand on sent derrière soi le souffle d'un carnassier. Avec autorité, Djumbe rameute son clan. En effet, rassemblé en une masse compacte, le troupeau offre la meilleure défense pour les petits, qui le rend moins repérable. Djumbe est allé jusqu'au bout de sa tâche. Il a conduit son troupeau de Masai Mara à la grande plaine de Serengeti. Il a permis que s'accomplisse le renouveau de son peuple. Dans quelques mois, les gnous reprendront le chemin de la grande migration. À leur tête, pour les guider, marchera Djumbe, ou le mâle qui aura su le supplanter. Serengeti au sud, Masai Mara au nord forment un système écologique unique que ne parviendront jamais à diviser vraiment les frontières humaines. L'espace y est ouvert comme infini. Au pays des Maasai, les prédateurs attendent le retour des troupeaux exilés qui reviendront à la saison des pluies quand la plaine aura reverdi. Jamais leurs victimes n'ont manqué ce rendez-vous. Ils sauront attendre. Sankao le guépard a perdu son frère Liara, mort d'avoir pour la première fois voulu vivre sa propre vie. Ils étaient inséparables et leur unité les rendait invincibles à la chasse et au combat. Mais désormais, le temps du travail en équipe est révolu. Sankao doit chasser seul, sans l'appui du frère qui surgissait toujours au bon endroit pour refermer les mâchoires du piège tendu à la victime. À deux, ils étaient ce piège. Sankao a repéré un groupe de zèbres et s'élance à leur poursuite.
L'ours du guépard s'est perdu dans le vide. Au moment d'atteindre la proie, Liaram ne jaillira plus d'un fourré pour relayer son frère. Nul n'assistera plus Sankao au moment de donner la mort. Il faudra désormais chasser sans éclat et se résoudre à échouer plus souvent qu'autrefois. Sankao ne renonce pas. Dans ce troupeau de gazelles de Thompson, il trouvera forcément l'animal affaibli que l'on peut tuer seul. Celui qui a déjà trop vécu. Celui qui vient de naître. Celui qui appelle la mort à lui. En pleine course, Sankao a choisi une stratégie malencontreuse. Pour chasser un adulte dont l'endurance était supérieure à la sienne. Deuxième échec. Sankao essaiera encore. La victime sera l'une de ces gazelles de Thompson. Sankao n'avait plus de force disponible que celle qui suffise à tuer un bébé. Le jeune animal est encore vivant. Une dent de Sankao lui crève un œil, puis dans son crâne tendre, le croc s'enfonce aisément. Sankao a repris confiance, mais il sait que rien désormais ne sera aussi facile qu'au temps où il avait un frère. Au bord d'une rivière, une tortue léopard aspire à se désaltérer. La tortue léopard est l'une des plus grosses tortues terrestres d'Afrique. Sa carapace forme souvent un dôme majestueux de 60 cm de long sur 30 cm de haut. Bien que sa coloration varie selon les individus, son écaille tachée lui a valu son nom. La tortue léopard passe une grande partie de son temps à parcourir la savane. Il lui faut rechercher les végétaux qui constituent son alimentation et des crottes de hyène qu'elle grignote avec gourmandise. Ces crottes, riches en matières osseuses, enrichiront son régime en calcium, lequel est nécessaire à la croissance de l'écaille et à la formation des œufs. Mais il peut arriver que se procurer quelques gorgées d'eau comporte parfois plus de risques qu'on ne pourrait l'imaginer. Il suffit d'un mauvais dosage des forces mises en œuvre pour foncer tête baissée dans des désagréments. Il faudra alors remonter la pente et ne plus s'y laisser prendre.
La tortue léopard est capable d'accumuler des enseignements de nombreuses expériences. Sa vie peut en effet durer plus de 75 ans. Mal adaptée à la vie aquatique, la tortue léopard s'accommode d'un écosystème terrestre où elle se montre particulièrement active aux premières et aux dernières heures de la journée. Dans un étang voisin, Mama Kingua, la hyène, prend son bain. Près d'elle, 2 grues couronnées traquent dans l'eau les batraciens et les crustacés. Sédentaire, la grue se plaît dans les environs des marais et des rivières. Elle vit en groupe ou en couple. La grue fait sa toilette en lissant ses plumes, comportement qui peut aussi faire partie de la parade amoureuse. Les grues partagent ce bout de marécage avec un groupe d'ombrettes. Les ombrettes occupent une zone bien délimitée du rivage. Cependant, les conflits territoriaux avec des congénères se règlent sans agressivité. Mama Kingua a chassé toute la nuit sans succès. Ce matin, elle reprend ses forces avant les grandes chaleurs. Son passage ne perturbe guère les ombrettes. Ce n'est qu'envers ses congénères que Mama Kingua défendra le territoire de son clan. Précisément, une autre hyène se présente. Elle a le droit d'être là. Elle fait partie du groupe. Mama Kingua se montre agressive, mais il s'agit moins d'une véritable hostilité que d'un déploiement de force rituelle. Finalement, la deuxième hyène, découragée par le peu d'empressement montré à l'accueillir par Mama Kingua, décide d'aller s'abreuver plus loin. Elle occupera une autre partie de la berge où elle n'aura rien à prouver. Ce matin, 150 éléphants venus de l'Est en horde serrée sont entrés dans la plaine. L'éléphanteau affamé proteste contre cette marche forcée qui l'empêche d'accéder au lait de sa mère. Le groupe s'arrête un instant afin de s'alimenter. Il est probablement constitué de plusieurs groupes qui se sont agrégés pour partir à la recherche d'arbres plus denses et d'herbages plus verts.
Quelques jeunes mâles profitent de la halte pour se défouler. Dans un instant, faisant trembler le sol, l'armée des pachydermes repartira vers l'horizon du sud. Il y a 2 mois, un groupe de lions venus du sud a fait irruption dans la plaine. Certains d'entre eux ont déjà défié Wamba la lionne et les membres de son groupe. Ils sont plus forts et mieux nourris que ceux qu'ils se préparent à affronter. En attendant que vienne l'heure de la compétition et du combat territorial, 2 bébés s'occupent autour de leur mère. La lionne, dont la vigilance s'exerce à surveiller les environs, lassée de servir de jouet, calme les ardeurs de son fils. Hésitant à persister dans son jeu, le lionceau abandonne finalement la queue de sa mère. Il part à la recherche d'une autre activité pour laquelle il ne se ferait pas rabrouer. Une crotte d'éléphant se présente. Bien que son odeur et son goût provoquent la grimace, elle lui offrira un long moment de découverte et de plaisir. Après quelques minutes passées à jouer ensemble, les lionceaux reviendront près de leur mère ensommeillée pour lui faire dépenser en câlins et coups de langue ces inépuisables réserves de tendresse. Sankao le guépard, qui fut jadis si fier, assiste à sa propre déchéance. Lui qui, avec son frère Yaram, terrorisait les créatures de la savane, n'a trouvé à se mettre sous la dent qu'une carcasse d'autruche. Pour l'instant, diminué par la mort de son frère, amoindri dans ses réflexes, Sankao réapprendra à chasser. Il redeviendra le sprinter le plus majestueux de la plaine, mais en attendant, il lui faudra composer avec les charognards et dévorer des proies qu'il aurait jadis dédaignées. L'autruche dont Sankao fait son repas est un jeune adulte que convoitent les vautours. Comme il l'aurait fait pour un mammifère, Sankao s'est d'abord attaqué au train arrière de l'animal. En effet, les guépards savent, à la fois par instinct et par expérience, qu'un autre prédateur peut survenir à tout moment et leur disputer leur proie.
C'est pourquoi ils s'attaquent en premier à la partie la plus charnue de la carcasse, de manière à ne laisser à un agresseur éventuel que les morceaux moins avantageux. Les lions du clan du Sud ont chassé et tué cette nuit un buffle que les mâles viennent d'entamer. Les enfants devront attendre leur tour pour lécher le sang du buffle et se familiariser avec le goût de sa chair. La présence d'un jeune près de lui énerve Kitok le lion. Bien que les proies soient généralement tuées par les lionnes, les adultes mâles exigent la préséance. Ils ont droit au premier service, les autres animaux du groupe ne peuvent passer qu'après eux. C'est pourquoi les lionnes attendent patiemment leur tour. Enfin, le moment vient où les lions repus acceptent près d'eux les autres membres de leur groupe. Certains mâles vont boire abondamment, d'autres parfois s'endorment, le nez sur la carcasse. Une jeune lionne redoute qu'un mâle ne lui fasse grief de venir se rassasier si près de lui. Mais c'est en réalité chez les lionceaux qu'une entorse à la hiérarchie peut entraîner des conséquences mortelles. Un coup de patte du lion peut tuer un jeune trop entreprenant. Un bébé a réussi sans encombre l'escalade de la carcasse. De ce promontoire mouvant d'où il domine le monde, il pourra se donner l'illusion de régner sur un clan. Un groupe de lions forme une société matriarcale composée d'1 à 6 mâles et de 4 à 15 ou 20 femelles. La tâche des lionnes est de chasser et de prendre soin des enfants. Celle du lion semble ne consister qu'à dormir et dévorer les proies que d'autres ont capturées. En réalité, il lui faut aussi assumer la lourde charge de protéger les siens et garantir l'inviolabilité du territoire. Pour les bébés, après le temps du repas, revient invariablement celui du jeu. Par cette attitude, qui consiste à étendre au sol ses membres antérieurs et à bouger ses doigts, ce lionceau veut à la fois attirer l'attention de ses congénères et les appeler à jouer avec lui. Ce comportement s'observe également chez certains animaux domestiques. À défaut d'un camarade, c'est avec un morceau de souche d'arbre que le lionceau jouera et affermira ses griffes. Le rituel est toujours le même. Pour les enfants, participation au repas des adultes, jeux, tétés et sommeil. Pour les adultes, chasse, festin, activité sexuelle et sommeil.
Ici, une lionne en chaleur sollicite avec vigueur les faveurs du mâle, mais celui-ci envisage de sauter une étape et de passer directement au sommeil. Sans même avoir à les combattre, le clan du Sud a défait Wamba la borgne et son clan. Wamba est resté seul. Certains des bébés dont elle avait la charge sont morts de faim. D'autres, affaiblis, ont été dévorés par les hyènes. Sur et sous sa peau de lionne grouillent les parasites. Wamba veut vivre encore. Mais en aura-t-elle la force? Quand ils sont arrivés à Masai Mara, les lions venus du sud avaient croisé une abondance de proies dans le sillage des gnous, en marche vers le Serengeti. Ils étaient déjà repus et vigoureux en arrivant sur le territoire de Wamba. Il leur a été facile de vaincre des rivaux affaiblis par la désertion des herbivores, par la sécheresse et la famine. Leurs bébés n'ont jamais manqué de lait, ni les adultes de chair à dévorer. Ils ont prélevé leur part sur les troupeaux d'herbivores sédentaires, au détriment de ceux qui étaient là avant eux. Leurs enfants grandiront heureux et comblés sur cette terre qu'ils auront su coloniser. D'autres enfants remplaceront ceux de Wamba. De nouveaux maîtres régneront désormais sur sa plaine. Wamba la borgne devra se relever et partir. Comme Tompo, le lion qui lui demandait asile et qu'elle repoussa jadis, elle ira au-devant du clan qui voudra l'accepter. Naguère, elle était mère, souveraine et chasseresse. Wamba est aujourd'hui déchue. Elle mourra peut-être, mais à l'échelle de sa terre d'Afrique, cela ne changera rien.